Alors, nous allons vous présenter un numéro duettiste. Donc, moi-même, Jean Macaire, je suis un ancien du CNRS, toujours actif, surtout dans le domaine de la préhistoire. Mais je me suis intéressé au cours de ma carrière aux photos aériennes, et notamment, j'ai fait beaucoup de photos aériennes obliques dans le bassin de l'Aude et dans le bassin de la Garonne. Quant à Mathieu Ledoux, tu peux te présenter peut-être? Alors moi, je suis le président de l'association d'histoire et d'archéologie de Sorèze. Voilà. Alors, nous présentons cette communication au nom d'un collectif qui travaille donc dans la Montagne Noire et qui fédère des historiens, notamment Madou Bertrand pour le verre, Jean-Nic Adeillan pour l'archéologie proto-historique, Jean-Paul Calvé donc pour les périodes antiques et médiévales, Jean-Michel Doudiès qui est plutôt historien, qui travaille sur les textes, Mathieu Ange-Albert qui fait du terrain et des recherches dans le domaine médiéval, Jean-Yves Favero qui s'occupe de la carte archéologique, François Gabold qui est un propriétaire forestier privé qui s'intéresse notamment à la rigole d'essai du canal du Midi, Mathieu Ledoux, donc Yves Ourliat qui est un prospecteur de bornes médiéval et moderne. Donc, on a commencé à exploiter au cours des 2 dernières années les données d'une couverture aérienne LIDAR donc voici une image qui s'étend en gros dans la partie occidentale de la Montagne Noire, sur les communes de, bon, je ne vais pas toutes les citer, hein, les principales en gros entre Sorèze et Massaguel d'un côté nord, et jusqu'aux environs de Cessac et Lacombe au côté sud. Donc on est à cheval sur le versant méditerranéen et sur le versant septentrional, le versant océanique en fait de la Montagne Noire. Alors au niveau de la méthodologie, donc le premier aspect c'est repérer des anomalies topographiques, donc des micro-reliefs. On cherche à les contextualiser à l'échelle intrinsèque, c'est-à-dire à les relier à d'autres visibles elles aussi sur le LIDAR. Puis, on utilise des données extrinsèques d'autres sources, notamment des photographies aériennes de l'IGN, des cartes anciennes, des relevés archéologiques ou des données d'archives. Enfin, on propose des hypothèses interprétatives et de datation. On essaie de les fortifier par des contrôles sol. Et il faudrait, dans les cas les plus favorables, évidemment, faire des interventions archéologiques pour préciser notamment la chronologie des diverses anomalies repérées. Alors, quelques exemples de résultats. Donc, les premiers, peut-être les plus anciens, ce sont 2 tertres de quelques mètres de diamètre qui sont apparemment cernés par des petites dépressions annulaires qui pourraient correspondre à des cumulus avec un peu d'interrogation, car on n'a absolument aucun vestige de datation les concernant. Donc, on les relocalise sur les cartigènes et on a fait des photos au sol, mais là, c'était végétalisé, donc on n'a pu voir aucun vestige ancien. Ce sont des tertres de 3 à 5 mètres de diamètre. Alors, la parole est à Mathieu. Alors voilà, on a aussi repéré sur les relevés LIDAR une enceinte qui couronne le sommet. Voilà. Le sommet d'un lieu-dit, le lieu-dit de Carla, qui se trouve sur la commune d'Espoussins. Donc, c'est une enceinte qui englobe une superficie d'à peu près 1,5 hectare, un peu plus, et qui mesure en tout 500 mètres de périmètre. Voilà, Jean nous a fait une restitution sur carte IGN. Voilà. Alors là, on a sur le Camas napoléonien, on a cette forme qui figure sans doute l'enceinte
qui a été relevé à l'époque par les géographes qui étaient chargés de dresser le cadastre. Donc là, effectivement, sur la photo aérienne, on voit bien encore la forme de l'enceinte. Une photo qui date de 1976. Alors aussi, ce qu'on a pu trouver au lieu-dit Le Carnage. Là, on a deux meules va-et-vient, deux fragments de meules va-et-vient qui ont été faits sur du granit, sur des galets de granit vraisemblablement. On a ramassé aussi quelques tessons de céramique et une fusailleule qui elle est complète, de la céramique modelée, de la céramique tournée également. Voilà. Et a priori, ça semble dater du premier âge du fer. Ensuite, le camp des Tégoulas, ça se situe aussi sur la commune d'Escoussens, mais bien plus au sud. Voilà, là on est sur les hauteurs. On est à la limite du versant méditerranéen et du versant océanique, donc c'est la ligne de partage des eaux. Voilà, alors sur le lidar, ce qui nous attire à cet endroit-là, c'est qu'on a, bon, là, c'est difficilement dit, c'est qu'on a repéré un enclos quadrangulaire à cet endroit-là, à peu près 40 mètres sur 50 mètres de diamètre, de côté. Et on a pu voir qu'à proximité, là, juste là, on a relevé pas mal de tégulés, notamment. Voilà. En fait, ces tégulés, elles ont été dégagées sans doute par des anciens coraux forestiers. Alors, le castrum de contraste à Verdal, une image a été montrée tout à l'heure. C'est simplement un rappel. Hein. C'est un site médiéval. Et je pense que Jean-Paul, tout à l'heure, en dira plus au sujet de ce type. Mais le lidar révèle donc, comme l'a dit Nicolas ce matin, un parcellaire qui est associé à la fortification médiévale. Toujours sur la commune d'Escoussens, on a eu l'occasion d'aller voir une petite fortification médiévale. Alors voilà, ça, on n'a pas vraiment trouvé grâce au lidar. On l'a trouvé grâce au toponyme, tout simplement, qui figurait sur la carte IGN. Mais le lidar nous donne une belle image quand même. Alors voilà, là, on arrive par la crête. On tombe sur le premier fossé sec. Voilà. La défense est rehaussée par un talus juste à l'arrière, construit sans doute avec les déblais du fossé. Là, on voit. Pardon, c'est pas grave. On voit également une. Je ne détaille pas trop, je parle. D'accord. Bon, voilà. Je ne détaille pas trop, Jean-Paul nous en parlera. L'abbaye de Loubatière, c'est pareil. L'abbaye de Loubatière, c'est pareil, on a une belle image. On en parle vite fait. On voit la trace de l'église juste ici. On voit la trace des cellules, de l'enceinte sans doute de l'abbaye. Mais pareil, Jean-Paul va nous en parler plus en détail. Alors, la verrerie des Pradelles, bon, c'est une verrerie qui se trouve dans la commune de Verdal. On a un plan ancien sur le cadastre napoléonien représentant les restes de deux bâtiments et d'un chemin creux. Et le lidar nous donne à peu près le même état que ce qui est visible sur le cadastre napoléonien. Il faut savoir que c'est une verrerie qui appartenait à la famille de Robert, qui a ensuite été transformée en métairie. Ça veut dire qu'il reste pas mal de structures dans ce secteur qui est en cours d'exploitation forestière, comme on le voit avec les andins là, qui ont été faits après une coupe. Donc l'intérêt de l'image lidar, là, c'est qu'elle nous montre l'insertion de cette ancienne verrerie dans un réseau de chemins anciens. Détail des restes des deux bâtiments. Autre vitrière, autre verrerie beaucoup plus importante, c'est celle d'Escoussens, près de Fontbruno. Donc là, on a un plan ancien du XVIIe siècle, sur laquelle on voit les restes de plusieurs bâtiments, notamment une métairie, une verrerie vitrière qui appartenait aux Chartreux,
On voit en plus un martinet et une racelle, c'est-à-dire une styrite. Donc, on a recherché ces éléments sur le lidar. On voit là au centre quelque chose de rectangulaire, une anomalie rectangulaire liée à un chemin ancien qui représente sans doute la métairie et la verrerie vitrière. Et puis, dans le fond de la vallée, on voit une anomalie longiligne qui correspond sans doute au canal d'amenée d'eau vers le Martinet. Et ce canal d'amenée d'eau, il semble partir d'une ancienne, ce qu'on appelle chez nous une paillichère, c'est-à-dire un barrage sur le ruisseau qui permettait d'accumuler l'eau pour amener l'eau vers le Martinet. Donc là, on a les plans, les plans sur le cadastre napoléonien. Et là, on a, c'était un cartouche, ce que je vous ai montré antérieurement. Là, on a sur le cadastre napoléonien le dessin de ce canal d'amenée d'eau vers le Martinet, je peux le montrer, qui est cette petite parcelle triangulaire que l'on voit vers la droite. Alors, le site de Plaisance, il est mentionné lui aussi sur les cadastres anciens. Et là, on le voit sur le lidar. C'est un site où subsistent encore des murs en relief. Je peux le montrer. Voilà, une vue plus détaillée. Donc, on a un chemin creux ancien, on a un dégagement peut-être destiné à stocker du bois, et puis les restes de petites constructions quadrangulaires jointives. Par contre, sur le cadastre napoléonien, il n'y a qu'une seule construction représentée. Donc, il y a probablement de la chronologie à l'intérieur de ce site. Et ça, c'est un relevé qu'on a pu faire au sol, des restes de murs effondrés qui subsistent donc sur ce site. Alors, ce site, il est intéressant parce qu'il se trouve près d'un endroit qui s'appelle Gouta-Landric. Et on a sur une charte du XIVe siècle la mention de Furnum Vitrium près du site de Gouta-Landric. Donc, il est possible que ce site corresponde à une ancienne verrerie qui aurait ensuite été retransformée peut-être en métairie. Alors, autre site là qui était totalement inédit, cela et inconnu, ce sont les fonderies de fer des bords de la rivière Alzot. Donc là, on est sur le versant méditerranéen. Donc, ça, c'est une vue aérienne du secteur pour montrer qu'on ne voit absolument rien. Et grâce au lidar, donc, on a pu repérer deux groupes d'anomalies, un au nord qu'on appelait fonderie 1 et un au sud qu'on appelait fonderie 2. Et entre les deux, les restes d'une carrière de granit. Alors, voici ces anomalies donc, du lidar. Et vous allez voir la façon dont on travaille, c'est-à-dire on prend l'image lidar et on va vérifier sur le terrain avec l'image lidar et on retrace et ensuite on met au propre sur Adobe Illustrator. Donc voilà ce qu'on a vu. Alors évidemment, c'est une interprétation, hein. Mais on a pu vérifier sur le terrain qu'il y avait d'énormes tas de scories qui ont encore plusieurs mètres de haut, des restes de murs effondrés, les restes d'une carrière de granit, et puis surtout une plateforme construite qui donne sur un chemin creux, à moins que ce soit un canal d'amenée d'eau, en imaginant que la plateforme servait à faire une chute pour faire fonctionner une roue à aube, et des canaux de fuite d'eau, au moins deux, sur le site. Alors voilà comment ça se présente dans la forêt actuellement. Donc ça, c'est les restes du chemin creux qui mène à la plateforme qu'on voit au bout. Voilà les restes de cette plateforme bâtie, qui est en grande partie effondrée, qui fait à peu près 3 mètres de hauteur. Ici, les restes de bâtiments effondrés, donc il y a des amas de pierres
plus ou moins quadrangulaires qui dessinent les restes de bâtiments. Voilà comment ça se présente, ce n'est pas absolument évident. Et puis, dans la photo de droite, ici, les restes d'un canal creux, qui est peut-être le canal de fuite de l'aménagement. Ça, c'est la carrière de granit qui se trouve entre les deux sites. Donc, il y a des blocs avec des traces d'extraction, et puis des blocs équarris, qui sont des préformes de linteaux ou de marches d'escalier. Voilà, le second site est exactement très semblable au premier. Il y a là aussi un chemin creux ou canal d'amenée d'eau avec une plateforme soutenue par un mur, d'énormes tas de scories et des restes de murs de bâtiments. Voilà donc les restes de la plateforme qui est plus ruinée que la première. Les restes de murs effondrés. Et on sait qu'un peu plus bas, 1 kilomètre environ plus bas, mais actuellement sous les eaux du lac de la Galobe, se trouvait un site qui a été ennoyé, donc, qui s'appelait La Fonte, mais dont on a une figuration sur des plans du XVIIe siècle. Et on a à peu près le même système, c'est-à-dire un bâtiment avec un canal d'amenée d'eau et un canal de fuite. Pardon, je me suis trompé. Ça, c'est une autre figuration du XVIIIe siècle. Et ça, c'est le plan du cadastre napoléonien qui montre qu'il y a plusieurs bâtiments avec apparemment des parcelles arrondies qui, à mon sens, doivent correspondre à des tas de scories. Et le nom est évidemment évocateur d'un établissement de fonderie. Alors, moulin de Caille-Roulette. Alors, c'est un petit moulin qui se trouve à la confluence du ruisseau de Goudille et du ruisseau de l'Azo. C'est toujours sur la commune d'Escoussens, dans le Tarn. Alors, voilà. En fait, il s'agit d'une petite ruine qui se trouve au fond d'une vallée très encaissée. C'est une ruine de moulin. Ça s'appelle la Rassègue. Mais quand on y va, moi je me suis rendu sur place, en fait, on constate qu'il y a des tas de scories. Par là, de mémoire. Donc avant d'être une scierie, vraisemblablement, ça devait être, comment dire, une fonderie exactement comme celle qu'on trouve un peu plus au sud, toujours sur l'Aldo. Voilà. En 1817, il échoue en succession à François Lade, si je me souviens bien. Non, Frédéric. Frédéric Lade, voilà, je ne me souviens pas bien. Et c'est un bien frappé d'alignement que l'administration des forêts l'oblige à détruire. Oui, Frédéric Lade, c'était le fils d'un acheteur de biens nationaux qui avait acheté tous les biens des Chartreux d'Escoussens. Et apparemment, il avait fait construire un moulin illégalement, sans demander l'autorisation, sur ce qui est devenu après la forêt royale. Donc, on a obligé à détruire le moulin. Et il a fait un procès à ses parents parce qu'il considérait que sa part d'héritage avait été faussée, avait été biaisée. Non, je reviens en arrière. Oui, là aussi, sur ce site, on a des traces d'anciens chemins. Donc, la carrière de Roque Cavard fond. Alors, c'est vraiment qu'une carrière ou carrière de granit et une exploitation de minerai, ça, on n'en est pas encore bien sûr. Donc, voilà comment on l'a repéré. Il s'agit d'une grande tranchée en pointillé qui s'étend quand même sur un peu plus d'1,5 km, c'est quand même pas rien. Alors, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on observe des excavations avec des morceaux de granit autour, des morceaux de granit taillés. Donc évidemment, à un moment, ils ont taillé le granit et ils l'ont extrait de là, mais pas que. Voilà ce qu'on peut trouver aussi. Tout au long de cette large tranchée, large de plusieurs mètres et profonde de plusieurs mètres aussi par endroit, il semble bien du minerai de fer. Donc de gros morceaux, celui-là il fait, je sais pas moi, 30 cm de diamètre. Voilà.
On l'a parcouru avec Mathieu Ange-Albert notamment et Jean-Paul Calvé et Frédéric Mounier, qui sont arrivés aussi à penser que c'était une exploitation de fer. Voilà, l'hypothèse numéro 2, l'exploitation de blocs erratiques de granit. Une fois exploité, l'emplacement des blocs erratiques laisse place à des cuvettes bordées de déchets de taille et de préformes de pierres d'œuvre quadrangulaires. Alors, dernier site, c'est pour vous donner un échantillonnage. C'est la mine de cuivre d'Incancé à Escoussens. Donc, c'est un site qui mélange des anomalies, évidemment, de diverses époques. On sait que cette mine de cuivre a été exploitée entre 1928 et 1942. Vous voyez au centre de la photographie des anomalies négatives qui correspondent à des entrées de galeries de mines. La principale étant un traversant qui se trouve juste en dessous, là, sur un mur qui est aujourd'hui en béton et qui a été fermé par une grille. En fait, sur cette photo, on voit là un bon exemple de superposition d'anomalies de diverses époques, notamment les restes d'une métairie qui existait à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, et qui a survécu jusqu'aux années 50, et où ensuite elle a été rasée, et les restes de la mine qui s'interpénètrent avec ces restes d'exploitation agricole. Voilà, donc on revient sur les plans d'Incancé pour essayer de retrouver l'emplacement de la métairie. Et on n'a pas de plan précis de la mine, mais ça pourrait peut-être être fait dans le cadre d'une opération de prospection plus suivie. Donc, en conclusion, on peut dire que la couverture lidar de la forêt de la Montagne Noire fournit des images de sites relevant de l'archéologie préhistorique, proto-historique de l'Antiquité et du Moyen-Âge, et jusqu'à des sites relevant de l'archéologie industrielle. Son principal intérêt, c'est de saisir des anomalies microtopographiques à travers la végétation arborée et de permettre des relevés précis dans un cadre orthonormé à diverses échelles. Donc, vous avez vu qu'on peut comparer, on a des sources d'archives et de cartes de diverses époques qui nous permettent des comparaisons fructueuses. Et d'autre part, les contrôles au sol semblent un recours nécessaire, évidemment, pour préciser ces relevés et pour échafauder de bonnes hypothèses sur la chronologie des anomalies. Voilà, merci de votre attention.